bonjour. Je vous propose donc d'aborder un atelier qui va faire référence à une initiative de développement de plateformes numériques autour des enjeux de la coordination et du pilotage du déploiement des dispositifs PASS numériques dans les territoires. Donc je suis accompagné pour cet atelier de Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, Pauline qui représente donc l'association Colline, qui a en charge sur le territoire, tout au moins au Garonnais, de la mise en place du réseau des opérateurs, des prescripteurs et des lieux de médiation qui alimentent donc ce dispositif PASS numérique. Je suis moi-même Thierry Martin, je suis agent du conseil départemental, chargé de mission innovation numérique et open data. Et donc l'atelier est l'occasion de vous présenter une initiative qui a été développée sur le territoire haut-garonnais, mais nous le verrons très rapidement, qui prend une dimension nationale à l'occasion de la mise en œuvre d'un groupe de travail que j'expliciterai plus en détail dans quelques instants, autour de l'équipement numérique qui doit accompagner l'ensemble des acteurs qui sont impliqués, investis sur la mise en place du dispositif d'inclusion sur nos territoires autour du PASS numérique. Alors Pauline, je te propose peut-être dans un premier temps de repositionner la problématique que tu rencontres et que tu as rencontrée depuis la mise en œuvre du dispositif dans le territoire. Oui, alors en fait, nous, là, c'est un collectif d'acteurs de l'inclusion numérique et sociale. Ce sont un réseau d'associations, d'entreprises, du secteur privé aussi, qui se sont réunis en fait pour accompagner le déploiement et faire des remontées de terrain. Lorsqu'on a lancé auprès du département les PASS numériques, on en a profité pour faire des remontées fines, territoire par territoire, des enjeux et des besoins en outils aussi que demander ce type de dispositif pour accompagner le déploiement. Donc en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins en termes de communication entre les acteurs, quelque chose qui soit très rapide. Les mises à jour devaient être rapide, éviter l'envoi de mails, éviter le recours à des processus en fait très chronophages et demandeurs en ressources humaines. On avait besoin aussi pour les prescripteurs, donc les personnes qui vont distribuer les chèques, d'avoir une connaissance fine de l'offre sur le territoire où se passent les ateliers pour pouvoir bien pouvoir orienter les bénéficiaires et éviter qu'ils se perdent en chemin sur ce parcours bénéficiaire. C'est aussi une attention particulière pour que l'offre plus inclusive soit visible pour les prescripteurs, pouvoir marquer des points sur l'accessibilité en termes de contenu, aussi en termes d'accessibilité, en termes de lieux. On avait besoin aussi de répondre à finalement au départ on s'était dit c'est facile, on a une structure qui fait des lieux, qui va opérer un atelier, c'est très simple, il suffit de mettre un point sur une carte et cette même structure va réaliser l'ensemble de la prestation. En fait, ça ne correspondait pas vraiment à la réalité, donc on a fait remonter tout ça et dans la conception de l'outil, il fallait aller vers des choses un peu plus fines, des bus mobiles, des ateliers nomades qui vont dans des tiers-lieux, le partage d'un même lieu par des médiateurs de l'action numérique et sociale. Voilà pour les éléments majeurs. De contexte, voilà, merci Pauline. Donc des éléments de contexte qui permettent de mieux comprendre l'origine et la finalité de cette initiative. Donc en ce qui concerne, pour finir peut-être sur la problématique, comme vous l'a dit Pauline, la mise en place des PASS numériques sur un territoire, c'est plusieurs centaines d'acteurs, individus qui sont concernés, avec une problématique diverse. La première, c'est de se connaître. De partager de l'information en temps réel, d'une information qui est très fluctuante, l'ouverture, la fermeture d'un lieu de médiation, l'apparition d'une nouvelle structure opératrice sur le territoire, la modification d'une offre de service d'un des opérateurs sur un lieu de médiation, etc. Donc ce sont des informations qui vivent en permanence, difficile d'arrêter un référentiel à un instant T,
d'en faire une impression papier sur une jolie plaquette et d'envoyer tout ça aux différents acteurs. Le temps qu'elle arrive, c'est déjà obsolète. Voilà, donc la nécessité de pouvoir s'appuyer sur un outil informatique pour gérer tout ce dispositif est apparue totalement inéluctable. Alors, concernant cet outil a été réalisé dans une approche un peu particulière qui a été initiée au département depuis quelques années. Ça consiste à développer des POC, des preuves de concept en développement rapide d'application, avec des outils qui nous permettent d'aller assez vite, surtout de défaire, refaire par itération successive les travaux de développement au regard du retour expérience utilisateur autour du prototype. Notre initiative a été portée à connaissance très tôt, à partir du mois d'avril-mai, à quelques acteurs nationaux qui eux également opèrent dans leur territoire la mise en place du pass numérique. Et cette initiative a connu un intérêt très rapide, puisque 40 collectivités se sont manifestées dans un groupe de travail improvisé sur le sujet, porté également par deux structures qui sont le département de la Drôme et Numérian. Numérian, un syndicat informatique qui œuvre sur une partie de ce territoire de la Drôme, entre autres, qui avait également eu une initiative de développement d'une brique logicielle autour de ces enjeux. Voilà, donc une initiative départementale qui part de façon très agile d'un démonstrateur, d'un POC, d'un prototype qui aujourd'hui est opérationnel, qui accompagne en partie le déploiement des passes numériques, mais nous le verrons tout à l'heure à l'occasion d'une démonstration, une nouvelle release qui va être déployée très prochainement avec des fonctionnalités avancées, surtout sur la problématique de communication entre acteurs. Donc comme je vous le disais, une portée nationale avec, nous y reviendrons en fin de présentation, la possibilité qui est offerte dans le cadre des financements du plan de relance de pouvoir industrialiser le développement de ce prototype pour en faire un commun numérique qui sera mis à disposition suivant des modalités qui restent à définir auprès d'autres territoires, pour que cet outil puisse porter également et accompagner les initiatives similaires à celles de la Haute-Garonne en matière d'utilisation et de déploiement des passes numériques sur le territoire. Alors pour comprendre, excusez-moi, voilà, on s'est présenté. Voilà, j'ai fait un petit schéma pour que vous puissiez comprendre les interactions du réseau d'acteurs du dispositif passe numérique, et on comprend vite que si on n'est pas aidé d'un outil numérique pour animer ce réseau d'acteurs, c'est, comme le disait Pauline, extrêmement chronophage dans la mise en œuvre du dispositif. Vous avez des prescripteurs, des opérateurs, le fournisseur, haptique, régisseur, celui qui gère la régie d'avance et les aspects financiers du projet. Nous avons les bénéficiaires, nous avons les structures porteuses, Colline. Nous avons les lieux de médiation, nous avons les donneurs d'ordre, le département. Et à un moment ou un autre, nous sommes amenés à réaliser des échanges, soit pour la mise en place du dispositif, soit pour son suivi. Et également nous appuyer sur des référentiels qui doivent être des référentiels communs, des référentiels liés aux services, aux opérateurs, aux prescripteurs, aux lieux de médiation en particulier. Et aujourd'hui, dépourvu d'un outil informatique pour pouvoir efficacement suivre ces différentes interactions, vous l'aurez bien compris tout naturellement, c'est très chronophage et ça pénalise l'efficience de mise en œuvre du dispositif. Voilà, d'où l'intérêt de développer une plateforme qui fasse office un petit peu d'un aidant à l'animation d'un réseau social. C'est le but de l'initiative qui va vous être présentée. Donc je vais être amené à me déplacer pour rejoindre la régie et vous faire une présentation de ce dispositif en quelques minutes avant de recueillir vos questions sur cette démarche, et également que nous puissions aborder la suite de ce projet. Je l'ai abordé de façon très succincte, mais nous avons la chance d'avoir Émilie Naquet avec nous de la NCT. Et Amélie, tu aurais pu venir avec nous pour présenter ce dispositif. La NCT nous accompagne depuis le début du projet et fait partie du groupe de travail que j'évoquais avec vous, qui travaille à la phase de spécification et recueil des besoins autour de ces enjeux. Donc je m'absente. Pauline, excuse-moi, je te laisse quelques instants. Je t'en prie. Et puis l'outil accompagne vraiment des dynamiques de territoire, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la création d'une dynamisation de territoire où les acteurs se rencontrent. Simplement, ça fluidifie l'ensemble. Ça évite de se perdre et de perdre au bout du bout les bénéficiaires dans des effets de ping-pong. L'idée, c'est vraiment de gagner en
en fluidité et d'accompagner la mise en place du dispositif. La main, Pauline, merci. Donc cet outil, c'est un outil web. Je vous en présente les principales fonctionnalités, mais avec un profil plutôt administrateur, donc qui est assez riche en termes de fonctionnalités. Donc cet outil a un espace dédié à chacun des profils d'acteurs que j'ai pu vous présenter sur le schéma. Chaque profil d'acteur a à la fois un périmètre de fonctionnalités qui lui sont propres en termes de gestion, mais accède, on le verra tout à l'heure, je me connecterai par exemple avec un statut de prescripteur à des informations relatives à des référentiels traités par d'autres acteurs du système. Donc bien sûr, vous retrouvez la gestion des opérateurs qui agissent, qui interviennent sur le territoire. Ces opérateurs, donc avec la possibilité de pouvoir recueillir, et c'est les opérateurs, nous sortons justement, juste avant cet atelier conférencier, nous avions un atelier avec 5 opérateurs du territoire pour leur présenter l'outil, leur présenter les interfaces qui leur sont tout particulièrement dédiées. Donc avec une possibilité pour chaque opérateur, en fonction de profil et de droits et d'habilitation spécifiques, à venir définir un certain nombre d'informations, de description de leur offre, les différents contacts de la structure opératrice avec des modalités de communication, la possibilité de définir le catalogue de services de l'opérateur en matière d'items d'intervention, possibilité également dans des cas un petit peu compliqués où on a quelquefois des opérateurs qui sont composés de plusieurs structures qui opèrent indifféremment sur différentes parties du territoire, de pouvoir exister en tant que tel et avoir un périmètre d'action qui leur est propre. Donc là, on est dans un cas où l'association combustible n'a qu'une seule entité qui intervient en son nom propre sur le territoire. Chaque structure peut identifier également des contacts qui sont plutôt des contacts qui vont opérer l'accompagnement, là on pense plutôt aux conseillers numériques, et pouvoir indiquer également leur lieu d'intervention. Et pour chacun des lieux sur lesquels ils sont amenés à opérer, préciser un agenda, un calendrier d'intervention. Donc par exemple, on voit que sur cet exemple totalement fictif, naturellement, Combustible Numérique est amené à travailler, à opérer ses formations sur 4 lieux de médiation. Ces 4 lieux font partie d'un référentiel de lieux de médiation qui peut venir enrichir la fiche de l'opérateur si l'opérateur est amené à intervenir sur ce lieu en particulier. Par exemple, voilà, le café Cerise, avec possibilité de préciser pour ce lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, les dates, heures d'intervention, de réalisation des ateliers par la structure sur le lieu en question. Donc ces informations également, alors quand on parle de transversalité d'informations, on voit que la fiche opérateur permet de donner accès aux opérateurs, aux bénéficiaires qui ont été orientés par les lieux de prescription vers leur structure. Donc ça, on l'avait noté, c'est une difficulté que rencontrent les opérateurs aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper la charge relative à la prise en charge des bénéficiaires et d'accompagnement des bénéficiaires. Donc ici, on a possibilité de voir pour chacune des demandes bénéficiaires l'historique du traitement de demande. Voilà. Et bien souvent, ça répond à des questions comme, par exemple, je n'ai toujours pas reçu mon carnet de chèques ou combien de temps dois-je encore attendre avant de pouvoir opérer ma formation. Cet outil permet, dans sa conception, de répondre à ce genre de questions. Alors, ce qu'on ne voit pas, je vais sortir de cette fiche opérateur pour aller voir une autre fiche. Possibilité également de faire un suivi des chèques. Voilà, un suivi des passes. Alors, toujours pas. Là, on ne voit que l'historique en matière de... Donc, je ne dois pas être sur un cas qui me permet d'accéder à cette information. Mais voilà, l'opérateur va pouvoir voir la consommation des chèques du carnet qui a été délivré à chaque bénéficiaire dont il a pu prendre la charge. Nous avons donc un référentiel des structures prescriptrices, donc les différents prescripteurs du territoire, avec une fonctionnalité qui permet également d'apprécier, de visualiser si les structures prescriptrices sont actives ou pas.
Voilà. Et également s'abonner à des notifications qui vont être déclenchées lorsqu'une information va être modifiée dans la fiche sur laquelle on s'abonne. Ces notifications peuvent être opérées par l'ensemble des personnes disposant d'un compte sur le portail et sur l'ensemble des objets intégrés au dispositif. Par exemple ici sur les lieux de médiation, donc le référentiel des lieux de médiation, je peux en tant qu'utilisateur m'abonner à des notifications qui me seront envoyées dès lors que, par exemple, une nouvelle structure opératrice va opérer une formation sur ce tiers-lieu. Possibilité, la finalité, c'est de pouvoir avoir également une dimension pilotage de l'activité. Alors attendez, je pense que j'ai un petit problème Internet. Ah, voilà, c'est revenu. Donc l'idée, c'est d'exploiter toutes les données qui sont recueillies dans le dispositif pour réaliser des tableaux de bord qui permettent, par exemple, ici, de façon totalement fictive, encore une fois, d'apprécier la répartition du relevé des demandes bénéficiaires dans les territoires. Donc on voit que 19% des demandes sont formulées auprès de la Maison des Solidarités de la Salvetat-Saint-Gilles. L'idée aussi pour Colline, qui pilote l'animation du dispositif, c'est de pouvoir apprécier là où éventuellement il y a un déficit en capacité de structure prescriptrice pour relever et recueillir tous les besoins des bénéficiaires d'un territoire. Donc ça leur permet aussi de faire du proactif, sur de l'accompagnement supplémentaire auprès des structures existantes, voire éventuellement identifier d'autres structures qui pourraient venir accompagner le dispositif. Il en va de même pour les opérateurs. On pourra avoir un tableau de bord qui permet d'apprécier le délai de consommation des chèques de chaque bénéficiaire sur un territoire pour se rendre compte qu'éventuellement, il y a peut-être une pénurie d'opérateurs sur un territoire et qu'il faut peut-être axer un effort particulier sur ce territoire pour structurer l'offre et consolider l'offre. Possibilité, naturellement, c'est également la finalité d'avoir une visualisation partagée de façon cartographique de l'ensemble des dispositifs. Donc, par exemple, ici, je suis sur la cartographie des tiers-lieux avec la possibilité d'avoir des informations relatives d'accès, d'ouverture, d'accessibilité sur le tiers-lieu, mais également de pouvoir voir toutes les structures qui opèrent sur ce tiers-lieu et pour chacune d'entre elles, pouvoir disposer du planning d'intervention sur l'année de chacune de ces structures et également avoir une visibilité consolidée des items d'accompagnement qui sont opérés par ces structures sur le lieu de médiation en question. Je suis en train de... Voilà, donc il y a toute une partie également qui est dédiée cette fois-ci à un autre acteur du dispositif que j'ai pu vous présenter, qui est le responsable administratif, qui lui va avoir la charge de superviser la régie d'avance. Donc ça devrait arriver, je pense. Voilà. Donc un ensemble d'actions de gestion. Là, on n'est plus sur de l'administratif, mais ça fait aussi partie du dispositif, naturellement. Plutôt un suivi financier et un suivi de comptabilité des carnets qui sont répartis à un instant T dans différents endroits. Voilà, donc on va être en mesure, par exemple, de voir ici, de façon totalement automatisée par des flux de données qu'on récupère des plateformes haptiques, les chèques consommés, donc les chèques qui ont fait l'objet d'une déclaration d'un scan sur le portail haptique, et de pouvoir apprécier, c'est aussi je y reviens, l'objet de ce graphique qui me permet de voir ici une analyse par service des chèques consommés. Voilà, donc ce graphique est alimenté par le suivi des chèques consommés dont le régisseur peut prendre connaissance de façon presque instantanée. Voilà, donc ça clac. Voilà, puis après une gestion de stock, puisque il faut le savoir, le procédé administratif de mise en œuvre du dispositif passe numérique dans les collectivités quand même doit respecter les contraintes réglementaires, en particulier en ce qui concerne tout ce qui est relatif aux obligations portées par la péridépartementale. Et voilà, donc il faut le savoir, les chèques sont
passent par la péridépartementale où ils sont enregistrés avant d'être redéployés dans les territoires. Donc ceci nécessite une gestion particulière, type gestion de stock, qui est prise en charge dans l'outil. Possibilité également, je n'ai pas parlé prescripteur, je vais me reconnecter pour vous montrer un petit peu un espace prescripteur. Voilà. Donc quand un prescripteur se connecte au portail, vous allez voir qu'il accède à un sous-ensemble des fonctionnalités que j'ai pu vous présenter ici. Alors, je suis en train de taper avec une seule main et je tiens le micro avec ma main gauche, ce qui explique... Voilà, ça devrait... Voilà. Donc là, un prescripteur, il accède à une liste de bénéficiaires qu'il peut compléter. Pour chacun des bénéficiaires, il dispose d'un certain nombre d'informations et en particulier, vous le voyez ici, les différentes demandes qui ont pu faire l'objet pour le bénéficiaire d'une expédition de chèque. Pour chacun des chèques, on voit, comme je vous le disais tout à l'heure, l'état d'avancement de traitement des demandes. Quand les chèques sont consommés, ça apparaît dans cet écran-là. Donc ça permet de donner une meilleure visibilité sur le suivi usager côté prescripteur. Possibilité également de laisser des mémos type post-it sur chacune des demandes, mémos qui sont bien souvent utiles pour suivre les différentes interactions et échanges que le prescripteur peut avoir avec le bénéficiaire tout au long du traitement de la demande. Possibilité encore une fois pour un prescripteur mais également pour un opérateur de s'abonner à des notifications rattachées à des demandes spécifiques. Voilà, je veux être tenu informé moi, agent connecté au portail, de toute modification dans le suivi du dossier et de la demande formulée le 27 septembre pour ce bénéficiaire. Voilà. Et possibilité également pour le prescripteur d'accéder au catalogue de services. Donc, je veux savoir, par exemple, où où sont dispensés des accompagnements à la navigation sur Internet sur le territoire. J'ai ici donc un tableau de bord qui est sommaire pour l'instant, mais qui fera l'objet d'une transposition sur une disposition cartographique qui me permet rapidement de savoir qu'aujourd'hui, j'ai dans mon système un opérateur, c'est Combustible Numérique, qui intervient sur le lieu de médiation qui est la bibliothèque municipale de la commune de à l'adresse de Muret, voilà. Et possibilité éventuellement d'avoir plus d'informations à ma disposition, en particulier le planning d'intervention de l'opérateur qui réalise cet accompagnement sur ce lieu, ainsi que les modalités d'accès à cette formation. Voilà, donc vous le voyez, un dispositif extrêmement transverse qui vise à partager l'ensemble des informations qui relèvent de l'intervention de chacun des acteurs dans un processus d'échange, de visibilité assez interactive. Vous l'avez vu, le système des notifications, il a été présenté tout à l'heure, répond véritablement à cette variabilité du dispositif qui est continue et qui le demeurera, et voilà, qui permet aussi de façon très simple et de façon très souple, avec un minimum de charge, de pouvoir administrer et piloter la mise en place du dispositif. Voilà, je vais rejoindre Pauline. Voilà, il vous propose de passer un temps d'échange en répondant à vos questions. Oui, vous m'entendez ? J'ai pas très bien saisi la différence entre l'outil que vous nous avez montré et la plateforme haptique.
Alors, cet outil vient très largement compléter les fonctionnalités qui sont présentes sur le portail haptique. Donc, à ma connaissance, le portail haptique, en effet, permet d'identifier toute l'offre de services qui est cataloguée suivant un référentiel haptique qui, quelquefois, diverge un petit peu de la mise en œuvre par les opérateurs des accompagnements dans les lieux de médiation. Ça, c'est le premier point sur la phase plutôt amont. Sur la phase un peu aval ou inversement, aujourd'hui, nos opérateurs vont déclarer la consommation des chèques sans que nous ayons la possibilité de pouvoir associer cette consommation, par exemple, au lieu sur lequel ils ont été prescrits. Voyez, donc notre capacité d'analyse et de pilotage de l'ensemble du dispositif est quand même limitée à travers aujourd'hui les fonctionnalités qui sont présentées sur le portail haptique, ce qui n'est pas quelque chose, à mon sens, qui n'est pas une anomalie. Je pense qu'on est vraiment, dans notre initiative, sur une brique complémentaire aux offres qui peuvent être proposées par n'importe quel fournisseur. Aujourd'hui, on parle d'haptique, mais on pourrait parler d'autres fournisseurs demain. Par contre, l'intérêt, c'est que dans le cadre de l'industrialisation de ce logiciel, il est déjà envisagé, et le portail que je vous ai présenté intègre déjà une couche API qui permet d'envisager qu'il y ait des échanges d'informations de façon automatisée entre ces plateformes et celles-ci. Aujourd'hui, nous avons pu en collaborer avec Haptic en récupérant, par exemple, la base des carnets que nous avons pu injecter dans notre dispositif. Et c'est une des forces de notre initiative qui n'avait pas forcément pu être opérée dans d'autres territoires. Je pense à Numérian, par exemple, qui a développé d'autres volets de cette d'un concept de plateforme, mais qui ne disposait pas des carnets de chèques numériques. Et on se rend compte que si on n'a pas ça, on ne peut pas vraiment piloter, ne serait-ce qu'une régie d'avance, tout simplement. Et il y a beaucoup de dispositifs, pour en avoir échangé avec le groupe de travail national, qui ont été contraints de contraindre justement leur organisation de mise en œuvre du dispositif parce qu'ils n'avaient pas ces carnets de chèques à implémenter dans un outil de suivi. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment une brique complémentaire qui demain devra s'interfacer avec les outils plateformes qui sont développés par les fournisseurs de services. Merci. Je me présente pas pour Thierry et Pauline, mais pour les autres personnes qui écoutent. Je suis Thierry Sanséry, du département aussi, chargé de la stratégie des usages des services numériques. Pour compléter la réponse de Thierry, je voulais rajouter que l'interface d'Haptic propose des statistiques une fois les ateliers consommés. Par contre, il y a toute une dynamique qui est nécessaire pour gérer la demande. Le produit le fait, mais Thierry n'a pas eu le temps de pouvoir le présenter de manière plus approfondie. Et ça permet de partir aussi de la prescription. Les différents points de contact qui sont en direct avec le public, de pouvoir gérer les demandes et de pouvoir également orienter donc, ces demandes vers des opérateurs et de donner la visibilité entre les prescripteurs et les opérateurs, brique qui a été bien évoquée aujourd'hui, avant même que le premier atelier ait consommé le premier pass. C'est-à-dire que jusqu'à ce niveau-là, la plateforme Haptic ne voit pas l'activité qui a été réalisée. Voilà, tu pourras. Voilà, je complète Thierry. En effet, il y a même un autre aspect. C'est jusqu'à la labellisation, qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me retourne vers Pauline, puisque on a beaucoup œuvré et travaillé ces derniers mois à la mise en place du dispositif. Donc, avant que les opérateurs ne soient qualifiés Haptic et ne soient enregistrés dans la plateforme, et on se rend compte qu'il y a des délais aussi d'enregistrement. Quid du relevé terrain des relations avec les différents opérateurs, etc. L'idée de cette brique, c'est qu'elle puisse accompagner Colline avant même que les opérateurs ne soient labellisés, ne serait-ce que pour qu'on puisse superviser les différentes actions de prospection sur le territoire. Oui, effectivement, ce sont des mises en relation qui opèrent bien avant en fait, le premier atelier, comme ça a déjà été dit, qui nécessitent en fait d'aller rencontrer déjà ce qui se fait, mais aussi ce qui est en train d'émerger sur un territoire, la construction d'un tiers-lieu, faire rencontrer différents acteurs qui ont déjà dans l'idée de peut-être construire une offre qui serait, ou plusieurs offres, et pour pas se marcher sur les pieds, construire ensemble des choses
diversifiés qui répondent à des besoins spécifiques des publics. On a parlé tout à l'heure et ce matin, on en a parlé beaucoup, des besoins d'ateliers différenciés en fonction des types de publics. Et bien justement, en amont, on peut faire ce travail-là et avec un outil comme ça, visibiliser un tiers-lieu qui émerge, des opérateurs qui ont des compétences particulières sur tel ou tel champ, les seniors, des publics vulnérabilisés, fragilisés. On peut ensuite venir dynamiser un territoire, faire se rencontrer des acteurs autour de ces questions-là et déjà renseigner qu'il y a tout ce travail en amont qui est fait et préparer le terrain pour une entrée dans le dispositif. Donc on avait besoin de ça, nous, sur le terrain en tout cas. Voilà, on avait imaginé au début, en mars dernier, un dispositif très simple. On pensait que c'était très simple et comme tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, on se rend compte que c'est complexe et que c'est en train de se complexifier. La capacité d'adaptation des opérateurs sur le terrain pour vraiment aller au plus proche des bénéficiaires leur impose d'investir des lieux qu'ils n'avaient pas envisagé d'investir. Et donc ce rapport entre opérateurs et lieux est en train de se démultiplier et sans outils qui permettent de suivre au plus près du réel, là où on en est un instant T sur un territoire, de la répartition de l'offre de services dans les différents tiers-lieux, on aurait eu du mal à envisager l'avenir quant à la mise en œuvre de ce dispositif. Bonjour, moi j'ai une question. Je suis François Huguet, je suis chercheur et rapporteur des événements numériques en commun. Moi je trouve vraiment votre démarche fascinante et je trouve ça précieux que vous ayez précisé les différences qu'il y a, ou plutôt l'apport supplémentaire qu'offre cette brique que vous avez construite. J'aurais bien aimé que vous nous en disiez plus sur la démarche d'intrapreneuriat dans laquelle vous avez développé ça, puisqu'il me semble que c'est quand même aussi quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, ça va être un entraînement pour moi, puisque c'est l'objet d'un pitch que je vais faire demain à Paris à l'occasion des EAI Awards pilotés par l'association Gouvinfo. Oui, en effet, donc, cette initiative, elle a pu se réaliser parce que je suis actuellement en charge, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets d'innovation numérique au sein du département. Je suis rattaché à la direction générale en charge du numérique, tout comme Thierry Sanséry. Et on œuvre depuis 3 ans autour de ces méthodes de développement rapide d'application au service de projets data, puisque, encore une fois, cette initiative, elle est portée par la composante Open Data de ma mission. Avant tout, l'idée, c'est comment constituer des référentiels de données avec des outils qui permettent à la fois, certes, d'alimenter cet enjeu de structurer une donnée de telle sorte qu'elle puisse être interopérable, enrichie. On reparle ici, par exemple, on reparlera des schémas des tiers-lieux qui existent aujourd'hui. Il y a un schéma national qui existe. Je pense que nos travaux vont permettre d'implémenter les réflexions qui ont été menées sur la création de ce schéma. Voilà, mais l'intervention qui a été la mienne en termes d'intrapreneuriat sur cet outil, c'est comment développer différemment des plateformes qui répondent aujourd'hui à plusieurs enjeux. Déjà, le temps, l'espace-temps. Il faut développer vite, il faut développer pas cher. Il faut développer de façon itérative en y intégrant un maximum d'acteurs, puisque les outils informatiques, aujourd'hui, les plateformes, se conçoivent de façon sous forme de plateforme. Voilà, je n'arrivais pas à trouver le terme qui pourrait correspondre. Et donc, ces outils plateformes nécessitent de concevoir les phases de spécification sur des méthodes totalement innovantes. Il faut plutôt créer des cadres de coopération qui permettent de relever des spécifications qui correspondent à des besoins les plus larges possibles pour faire en sorte que nos travaux génèrent des communs, voilà, soient transposables. Voilà, il faut, donc, et ça, on voit que ce n'est pas l'essence des méthodes d'ingénierie qui ont pu jusqu'à présent, et encore aujourd'hui d'ailleurs, sont en vigueur dans les DSI de nos collectivités. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à votre question. Aujourd'hui, donc c'est un autre sujet, en effet, un sujet qui est propre à la partie ingénierie. Mais ce projet, il n'est pas seul. J'ai également travaillé sur d'autres sujets, sur une plateforme qui s'appelle D-Line, qui permet à des collectivités de pouvoir produire de la donnée en open data de qualité. Aujourd'hui, cette initiative est portée par Open Data France avec le soutien du département de Haute-Garonne. On a un autre projet qui a été développé dans les mêmes conditions, à l'exception qu'il manque un élément majeur, c'est que nous n'avions pas eu l'opportunité de créer cette coopération autour des producteurs locaux en vente directe pour alimenter un service qui s'appelle Direct Famille 31, qui a été développé l'année dernière sous forme d'un assistant conversationnel, mais derrière lequel repose encore cet enjeu de j'ai besoin de développer un service, je n'ai rien ou pas grand-chose. J'ai pas de data,
j'ai encore moins d'outils, et j'ai des usages. Comment on peut faire vite en faisant différemment? Peut-être pour compléter votre réponse, passer à un point important, c'est la suite de ce projet, de cette initiative. Donc ces initiatives qui sont conçues de façon très agile, en développement rapide, avec des technologies qui permettent de rapidement développer des prototypes, mais pas forcément de consolider ces développements pour industrialiser leur mise en œuvre durable dans les entreprises ou dans d'autres structures. Donc l'idée, c'est de passer maintenant à une phase d'industrialisation, et pour ce faire, nous sommes en relation avec la NCT, et je remercie la présence de Caroline Corbal et d'Amélie aujourd'hui, qui soutiennent, comme je le disais tout à l'heure, l'initiative depuis son tout début. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons des perspectives très favorables qui devraient permettre de voir cette initiative industrialisée. Quand je parle de l'industrialisation d'une telle initiative, c'est son développement dans des technologies avec des ingénieries peut-être un peu plus classiques, mais qui permettent de produire des outils qui soient déployables à une échelle autre que notre échelle expérimentale Haute-Garonne. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais on va profiter vraisemblablement de la dynamique impulsée par les finances du plan de relance et des dispositifs portés par la NCT qui sont à la fois l'AMI sur un projet d'outils liés au dispositif d'inclusion d'une part, et les startups de territoire d'autre part, pour trouver la solution la plus à même de maintenant développer cet outil de façon plus durable. Et pour répondre à votre question, ce qui va se passer là dans les mois qui viennent va permettre de compléter un petit peu les travaux que je réalise depuis 3 ans sur cette approche un peu innovante du développement. C'est savoir, est-ce que maintenant on peut développer plus rapidement à moins cher des plateformes qui ont cette ambition, en ayant au préalable pu réaliser cette phase de préétude et de maquettage dans un cadre de coopération entre plusieurs collectivités et plusieurs acteurs. Dans le chat, il y a une dernière question, mais elle est peut-être plus pour ma collègue Amélie, une question assez opérationnelle de quelqu'un qui souhaiterait bénéficier du dispositif PASS numérique. Peut-on, en tant que fédération départementale Famille Rurale Aveyron, regroupant 47 associations, se faire habiliter pour recevoir des passes numériques? Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Amélie Naquet, donc au sein de l'ANCT, je travaille plus spécifiquement sur le pass numérique, donc c'est vrai que c'était un peu une question pour moi, mais donc pour répondre à la personne qui a écrit dans le chat, je lui recommanderais plutôt de faire labelliser ces 47 structures, ces 47 associations, donc peut-être pas les 47, commencer par 5, 10, je ne sais pas, pour la raison très simple que une labellisation équivaut à un kit qui permet de scanner les passes numériques. Et donc, on comprend bien qu'à une échelle départementale, un kit pour un département, ça nécessite des questions logistiques un peu compliquées. Donc voilà, une labellisation pour une structure, car un kit, très simplement. Et pour terminer aussi, comme vient de le dire Thierry, réaffirmer le soutien de la NCT pour l'initiative. Et effectivement, on est en train d'investiguer de notre côté pour voir comment pérenniser cette plateforme qui... Thierry n'est pas forcément revenu sur ce processus, si tu as envie d'y revenir, mais qui a suscité la mobilisation de 40 collectivités, donc ce qui est assez gigantesque. Et c'est une initiative qu'on est obligé de prendre à la mesure, parce que 47 collectivités sur 80, c'est juste énorme. Et donc on va voir, nous, de notre côté, comment industrialiser la chose maintenant que le premier prototype est sorti et qu'il est aussi prometteur. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres questions? Bien, écoutez, dans ce cas, si vous en êtes d'accord, on va interrompre l'atelier en vous remerciant pour votre attention et puis l'intérêt que vous avez porté à cette initiative en venant passer ces 45 dernières minutes en notre compagnie.